Bonjour et bienvenue sur cette formation en ligne sur les neurosciences de la douleur. Je suis Laurent Fabre et je m'occupe du département prise en charge de la douleur au CFPCO. Je suis ostéopathe. Mon domaine d'expertise, c'est la prise en charge des douleurs neuropathiques et neurogéniques. Cet e-learning est transversal. Il est destiné à toutes les personnes qui prennent en charge la douleur des patients. Il servira aussi de prérequis à la formation en présentiel sur l'approche neurodynamique des douleurs neurogéniques. Que vous soyez ostéo, kiné, podologue, chiropracteur, médecin, sage-femme, coach sportif, infirmier, masseur professionnel et tous ceux que je n'ai pas cités, vous y trouverez des éléments de compréhension pour mieux prendre en charge vos patients ou vos clients. Il y aura donc une partie commune à tous et certaines parties spécifiques à la thérapie manuelle qui seront aussi accessibles à tous les professionnels de santé. Pourquoi cet e-learning? Parce que la douleur c'est tellement complexe que l'on ne peut pas rester avec des dogmes simplistes pour l'expliquer ni la prendre en charge. L'idée de cet e-learning, c'est de vous permettre de comprendre la complexité de la douleur pour pouvoir aborder de manière simple et non dogmatique avec des outils concrets et pratiques au cabinet. Dans tous les domaines de traitement de la douleur, kiné, ostéo, podologie, mais même médecine, on a découvert souvent par empirisme des façons de prendre en charge et de soulager nos patients qui fonctionnent. Malheureusement, ces modèles explicatifs sont souvent devenus des dogmes simplistes que l'on continue à véhiculer et qui nous enferment dans un modèle biomédical où le patient devient un objet à qui l'on doit trouver des lésions et qu'on doit réparer. Pour rechercher des lésions, par exemple, on prescrit encore aujourd'hui dans le monde à 50% des patients lombalgiques des imageries inutiles. Et au contraire, ces imageries entraînent un catastrophisme susceptible de chroniciser le problème en faisant peur aux gens. Pour réparer ces lésions fictives, par exemple, en Hollande, c'est 2 tiers des lombalgiques à qui on conseille l'arthrodèse lombaire. Aux USA, c'est 13 milliards de dollars par an d'arthrodèse lombaire sur des lombalgies non spécifiques. Alors qu'il n'y a aucune preuve que cela fonctionne, et bien au contraire. On prescrit encore, par exemple, les tractions lombaires, ou le TENS, ou les ultrasons, alors que les guidelines déconseillent cette pratique. En thérapie manuelle, on parle encore de replacer ou débloquer des vertèbres, alors que toutes les études montrent que ça n'existe pas. Et probablement que les pères de la thérapie manuelle avec les connaissances d'aujourd'hui tiendraient un autre discours que celui qu'on continue à véhiculer depuis des siècles. Et peut-être que la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de garder un esprit critique. Les découvertes en neurosciences des 15 dernières années nous apportent un prisme de compréhension de la douleur. Et ça nous permet de valider ou d'invalider maintenant certains modèles explicatifs. Ce nouvel éclairage et la compréhension des mécanismes neurophysiologiques vont nous permettre d'adapter notre pratique clinique, que ce soit diagnostique ou thérapeutique. L'acquisition de nouvelles connaissances, et la compréhension de cette complexité va vous permettre de changer votre compréhension et va vous permettre de simplifier votre approche. Vous n'aurez plus besoin d'être responsable de trouver la bonne lésion ou la bonne cause pour soulager vos patients. Cette nouvelle compréhension vous permettra de vous rendre plus confiant dans votre approche et donc de renforcer vos patients. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser le fonctionnement du système nerveux, on va voir les différentes étapes de nociception et de douleur, on va essayer de comprendre les mécanismes mis en jeu neurophysiologiques comme tous les mécanismes de nociception, de sensibilisation et de modulation. On abordera ensuite les modèles de prise en charge, les modèles explicatifs, et puis on les adaptera à la thérapie manuelle en abordant les différents effets physiologiques de la thérapie manuelle. Comment on va le faire en pratique? On fera d'abord un premier gros chapitre sur les neurosciences, où on parlera de nociception, de sensibilisation, de neuroplasticité, de la matrice corticocorporelle. Ensuite, on essaiera de reconnaître ces mécanismes neurophysiologiques impliqués en clinique en regardant les 3 différents types de douleurs, nociplastique, nociceptive et neuropathique. Et puis, on dédiera tout un chapitre sur la prise en charge de la douleur en essayant d'appliquer et d'intégrer les données des neurosciences. Et en intégrant aussi la reconnaissance des mécanismes pour pouvoir aborder le modèle biomédical et biopsychosocial, parler d'alliances thérapeutiques, regarder un petit peu les effets physiologiques de la thérapie manuelle et d'autres thérapies, pour décider de stratégie thérapeutique, de façon de faire en fait, et puis un chapitre vraiment pratique
où on verra comment appliquer vraiment les neurosciences en pratique. Et ça, ce sera un chapitre que j'appellerai les perles d'Explain Pain Supercharge, qui vous permettra en fait d'intégrer des métaphores, d'intégrer une façon de faire, d'intégrer des mots différents, de mettre en place des programmes avec le patient. Et puis, un chapitre qui intéressera beaucoup plus ceux qui viendront au séminaire en présentiel, c'est l'approche du tissu neuroménager. C'est le prérequis qu'il faudra avoir pour venir au séminaire. Ceci étant, il sera aussi très intéressant pour ceux qui ne viennent pas, puisque c'est la physiologie du tissu neuroménager. Alors on commence tout de suite, on parle du premier chapitre, nociception versus douleur. Tout a commencé avec la mise en place d'un système de causalité linéaire entre douleur et lésion tissulaire. C'est-à-dire que si j'ai mal, c'est qu'il y a une lésion. Alors la tradition, à tort, attribue ça à Descartes, avec le je pense donc je suis, mais c'est surtout dans son traité de l'homme, il y a eu un dessin et une explication où Descartes décrit les récepteurs dans le pied qui détectent le feu, donc il détecte que ça brûle, ça augmente la pression dans le tuyau qui remonte dans la jambe et dans la moelle épinière jusqu'au cerveau. La pression du tuyau qui augmente ouvre un petit filet et commande le petit bonhomme de retirer le feu parce que si ça fait mal, c'est qu'il y a une lésion qui brûle le pied. Donc cette causalité linéaire a été suivie par d'autres scientifiques, dont von Frey qui a établi la théorie de la spécificité. On reverra cette théorie plus tard. Parce qu'il a trouvé que plusieurs modalités spécifiques, comme le chaud, le froid, la douleur, codaient dans des voies bien spécifiques et distinctes, et qu'elles se projetaient dans le cerveau. Cette théorie, elle décrit donc des récepteurs spécifiques dans la peau, à la douleur. Elles envoient une impulsion dans un deuxième neurone spécifique dans la moelle, qui monte jusque dans le cerveau. Donc c'est une vision de causalité linéaire qui s'inscrit bien dans un modèle biomédical, qui suppose que s'il y a une douleur, il faut trouver la lésion, et réparer cette lésion pour traiter la douleur. Alors ce système soulève plusieurs questions. D'abord, qui peut réparer la lésion? Qui est responsable de la lésion? Est-ce que c'est le praticien ou est-ce que c'est le patient? Si c'est le praticien, il a une responsabilité. Et puis il peut se sentir coupable s'il ne trouve pas la lésion ou si le patient ne va pas mieux. Et puis le patient, ça soulève la question de l'autonomie en fait. Et puis ensuite, deuxième problème, c'est si on ne trouve pas de lésion, comment on fait? Comment on fait, par exemple, pour l'algo-hallucinose, pour la douleur fantôme. Il y a une personne qui exprime une douleur sur un membre qui n'est pas là. Premier axiome important, c'est que la douleur est toujours réelle, quelle qu'en soit la cause. Là, c'est une expérience avec des gens à qui on met un casque sur la tête, branché à un appareil inerte. Ceci étant, on dit au patient que c'est un stimulateur, que ça stimule l'intensité des ondes qu'on envoie dans le cerveau, qui sont censées faire mal. Et du coup, les patients, ils voient le panneau avec la variation d'intensité. Dès qu'on augmente l'intensité du stimulateur, les patients décrivent une augmentation de douleur qui est à peu près proportionnelle. Et puis dans un second temps, on fait la même expérience, mais on dit à l'examinateur qu'il envoie du courant au patient. Et plus il tourne l'aiguille, plus ça envoie de courant. Et quand l'examinateur croit qu'il envoie du courant, la douleur chez le patient augmente plus. Alors que si on dit que c'est juste un enregistreur, à ce moment-là, les patients décrivent aucune douleur. Donc dans cette expérience, il n'y a aucune lésion, aucune stimulation de voie nociceptive, et pourtant, les gens expriment une douleur bien réelle. C'est-à-dire que la douleur, ça existe sans lésion. Autre point, puisqu'on a vu que si on avait mal, ça voulait dire qu'il y avait peut-être une lésion, mais maintenant, s'il y a une lésion, est-ce que ça veut dire que j'ai mal? Est-ce que si j'ai une atteinte de la structure, je dois avoir mal? Alors si on regarde aujourd'hui les études observationnelles, pour les anomalies radiologiques au niveau lombaire, là c'est l'une des plus grosses méta-analyses qui s'est étalée sur plus de 50 ans de recherche, avec 11 chercheurs, 3 bases de données et plus de 3000 patients asymptomatiques. Ça veut dire que ce sont des patients qui n'ont pas mal du tout. On leur fait des imageries et on répertorie toutes les anomalies radiologiques. Et par exemple, pour les discopathies dégénératives, à 40 ans, c'est 70% de la population. À 70 ans, c'est 90% de la population n'ayant pas mal qui présente des discopathies. Alors maintenant, si on regarde par exemple les saillies discales, à 50 ans, à 40 ans, c'est plus de 50%, c'est 50% de la population, sans douleur.
Alors, ça a été fait sur les lombaires, mais est-ce que sur les genoux? Alors, les genoux, c'est pas une revue, c'est un autre type d'étude. On compare deux populations, une population en bleu qui a mal et une population en rouge qui n'a pas mal, sur 700 patients. Les petites barres vertes, vous vous en fichez, c'est les petits P. Donc plus ils sont grands, moins il y a de différence statistiquement significative. Mais si vous voyez le vert, c'est qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc en l'occurrence, si on regarde pour toutes les anomalies en général, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Particulièrement sur les ménisques, c'est intéressant de regarder. La population qui n'a pas mal a plus de lésions méniscales. Idem pour les atteintes cartilagineuses, il n'y a pas de différence. Et si on prend toute anomalie confondue, que ce soit ménisque, cartilage, les géodes sous-chondrales, les ostéophytes sur les genoux, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Les épaules, c'est la même chose. Là, c'est un autre type d'étude où on a pris plus de 6000 épaules, soit sur des gens vivants, soit sur des cadavres, avec études rétrospectives. Et du coup, on se rend compte que la prévalence des anomalies de la coiffe est tellement élevée chez les personnes qui n'ont pas mal qu'on peut dire qu'en fait, on ne peut pas faire de différence entre un vieillissement naturel de l'articulation ou alors une atteinte symptomatologique. Si vous regardez les gens de 80 ans, donc il n'y a pas de différence entre les gens qui ont pas mal et la population générale, mais c'est surtout que c'est à 80 ans, c'est à peu près 70% de rupture. Et pourtant, on n'a pas dans nos cabinets, on n'a pas 70% des patients de 80 ans qui se présentent avec une épaule douloureuse. Alors ça, c'est une iconographie que j'ai recréée sur le blog à propos d'un éditorial de Jeremy Lewis et Peter O'Sullivan. Et donc j'y ai rajouté un petit peu toutes les études qu'on peut répertorier. Et en fait, on voit que ça touche tout. Ça touche les jambes, les périostites non douloureuses, les genoux non douloureux, ça on l'a déjà vu. Mais ça touche aussi les hanches non douloureuses, on a déjà vu sur les lombaires, on a vu sur les épaules et aussi sur les cervicales. Donc en fait, c'est partout. Nous avons tous des anomalies structurelles, alors que nous ne sommes pas tous douloureux. Le vieillissement de la structure n'est pas une anomalie. Alors, on a vu on peut avoir mal sans lésion. 2, on peut avoir des lésions sans avoir mal. Troisièmement, est-ce que si on a des lésions, on pourrait avoir mal? C'est-à-dire, est-ce que si on a des lésions, ces lésions pourraient être des facteurs prédictifs de douleur? Alors, il y a quelques études. Sur les épaules, on se rend compte que tout âge confondu, c'est un quart de la population qui a des ruptures de coiffe asymptomatiques. Sur les athlètes professionnels, les atteintes de coiffe, c'est un peu plus élevé, c'est à peu près 40%. Et si on suit cette cohorte d'athlètes professionnels lanceurs au baseball, on se rend compte que sur 5 ans, il n'y en a aucun qui déclenche de douleur. On a fait la même chose chez des hockeyeurs, où on s'est rendu compte que 77% des hockeyeurs présentaient des anomalies pathologiques de la hanche, dont plus de la moitié présentait une déchirure du labrum. Et si on suit la cohorte sur une période de 4 ans, aucun ne déclenche de douleur. Ça veut dire que si on a une lésion, ce n'est pas prédictif d'une apparition de douleur. Alors, autre point, est-ce qu'il existe un effet dose? C'est-à-dire, est-ce que plus j'ai mal, plus la lésion est grave? Ou est-ce que plus la lésion est grave, plus je vais avoir mal? Ce sont deux cas qui sont répertoriés dans le British Journal of Medicine. Premièrement, un ouvrier qui tombe sur un clou, on l'amène aux urgences, il est à l'agonie, il hurle, on lui donne 2 antalgiques, dont un morphinique assez puissant, et dès qu'il commence à se calmer et qu'il a un peu moins mal, on lui enlève la chaussure. Et quand on lui a enlevé la chaussure, on se rend compte que le clou est passé parfaitement entre le premier et le deuxième orteil sans rien toucher. Aucune lésion. Sans atteinte tissulaire. Ça s'appelle une amplification somatique. Le deuxième cas, c'est l'inverse. C'est un charpentier qui, avec son pistolet à clous, il dérape, il paume son clou, il le cherche un peu partout, voilà. Et puis, comme il faut qu'il finisse sa charpente, il reprend un clou, il finit le job, et il débarque 6 jours après chez son dentiste, et il dit j'ai mal aux dents, je dois avoir une carie. Le dentiste, il regarde le palais, et il se dit on va peut-être faire une radio, et pouf, on avait retrouvé le clou. Donc là, deux cas opposés. Un où pas de lésion, énormément de douleur. L'autre, grosse lésion et pas de douleur. Mais maintenant, vous avez d'autres exemples. Les surfeurs australiens, ça c'est Bethany Hamilton. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube.
qui raconte que quand elle a échappé au requin, ben, elle s'est pas rendue compte qu'il lui avait mangé son bras. Mais même dans des services d'urgence où on répertorie, on essaye de corréler l'intensité de la douleur au moment de la blessure en fonction de la gravité de la blessure. 40% disent qu'ils n'ont pas eu mal du tout pendant la blessure. 40% disent qu'ils ont eu très très mal alors que le médecin estime que la blessure est minime. Et il y en a juste 20% où ça correspond et c'est à peu près jugé adéquat. Alors on a vu que la douleur ne mesure pas les tissus. Ça c'est un graphique que vous trouvez chez Louise Gifford dans Aches and Pain. Ça a été repris par Lorimer Moseley dans une vidéo. Et moi je l'ai adapté. Donc l'axe des ordonnées, c'est la douleur de 0 à 10. Et l'axe des abscisses, c'est la blessure de 0 à gravissime. Si vous mangez une glace très très froide, très très vite, vous avez très 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 mal à la tête. Et pourtant, vous n'avez pas un anévrisme qui pète. Il n'y a pas de lésion dans votre cerveau. De la même façon, si vous vous pincez très fort maintenant, là, allez-y, jouez le jeu. Aïe, ça fait mal. Bon, ben, vous avez eu très mal parce que vous avez pincé très fort et pourtant, vous n'avez pas déchiré votre peau. Il n'y a pas de lésion. À l'inverse, vous avez des gens qui ont des blessures gravissimes sans douleur. L'exemple de Bethany Hamilton pendant un moment, mais vous avez même, par exemple, des vétérans de guerre qui n'ont rien senti quand ils s'étaient fait blesser. Et c'est l'exemple là, dans le BBC News Channel d'un vétéran qui, 60 ans après, va faire une radio pour un check-up et on se dit, mais vous avez un truc dans le cou et on se rend compte qu'il a une balle. Et là, il raconte, ah bah oui, effectivement, pendant la guerre, je me suis fait tirer dessus, j'étais en train de sauver mes copains, je suis passé à l'infirmerie, on m'a dit, bon bah la balle, elle a dû traverser ton cou. Et puis il s'est pas soucié et il croyait qu'il avait plus de balle dans le cou et en fait il a gardé sa balle dans le cou. L'exemple de l'entorse, c'est vraiment frappant pour la mesure des tissus. C'est l'exemple que vous pouvez donner aux patients en fait, hein, euh, pour leur expliquer pourquoi la blessure ou la lésion c'est jamais en relation avec une douleur. L'entorse, vous pouvez avoir une énorme entorse pendant que vous êtes en train d'aller mettre un essai, vous ne le sentirez pas, vous allez la sentir après. Et ce qui est marrant, c'est que une lésion ligamentaire, ça prend à peu près 6 semaines pour guérir. Et généralement, les douleurs d'entorse, elles partent au bout de 2 semaines. Donc la douleur est déjà partie alors que la lésion n'est même pas encore guérie. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur un blog qui s'appelle The Logic of Rehab. Je vous l'ai traduit, encore une fois, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de corrélation entre la structure et la douleur, spécifiquement au niveau lombaire, que ce soit au niveau des articulations zygapophysaires. La revue de Bridgig a été reprise pour les discopathies. Les spondylolyses non plus ne sont pas corrélées à la douleur. Euh, Butler donne cet exemple d'André Agassi qui a gagné 8 US Open alors qu'il avait un spondylolisthésis. Donc ça vous empêche pas de devenir champion de tennis. Les hernies discales, on a vu que c'était pas corrélé. Il y a une étude dans la revue qui est même reprise, celle de Jarvik, où ils ont regardé tous les facteurs, notamment les facteurs biopsychosociaux, et ils se sont rendus compte que sur la population étudiée, il y avait un hasard ratio de 0,5. Ça veut dire qu'en gros, si vous aviez une hernie discale, vous aviez 2 fois moins de chances d'avoir mal au dos sur cette population spécifique. Les hernies intraspongieuses ne sont pas corrélées à la douleur. Les compressions nerveuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'atteinte, le degré de la compression et la sévérité de la douleur, que la sténose soit foraminale ou centrale dans le canal vertébral. La pathologie qui est un peu corrélée à la douleur au niveau structurel, c'est le modique. On reverra le modique dans le séminaire sur les douleurs irradiantes du membre inférieur. Il y a une faible association qui est plus faible que celle du tabac et de l'obésité qui sont beaucoup plus corrélées au modique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que vous soyez patient ou que vous soyez praticien, c'est qu'il faut retenir que la douleur n'est jamais associée à une lésion, elle n'est jamais associée à un dommage tissulaire et elle n'est pas en relation avec une activité nociceptive électrique. La deuxième chose, c'est que les problèmes de structure ne prédisent pas l'apparition de douleur. Et enfin, c'est que tous les experts internationaux qui font de la recherche disent que ce ne sont pas des anomalies, que cette structure, ces anomalies de structure ne sont pas des anomalies, c'est plutôt lié à des rides de la vie. Ce ne sont pas des problèmes, et les rides, généralement, ça fait pas mal à la peau.
Je vous remercie encore de votre attention. Si vous avez aimé ou si vous pensez que ça peut rendre service à un confrère ou à un patient, je vous remercie de liker et de partager cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé et que vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous pour la suite de cet e-learning sur le site du CFSEO, elle est disponible. Et puis vous pouvez aussi me retrouver en suivant les capsules vidéo gratuites que l'on publie, ou alors lors de soirées et conférences que j'anime, ou encore sur le séminaire en présentiel sur la prise en charge des douleurs neuropathiques. Merci et à bientôt.